Au début du XXe siècle, la carte scientifique européenne montrait une concentration inhabituelle d'activités sur le territoire allemand. Les universités de Berlin, Göttingen, Leipzig et Munich fonctionnaient comme des nœuds d'un système où la recherche était intégrée directement dans la structure étatique. C'étaient des institutions qui combinaient enseignement avancé avec des laboratoires équipés pour explorer les limites de la physique, la chimie et l'ingénierie. L'Allemagne avait impulsé cette architecture depuis la fin du XIXe siècle, lorsque l'État prussien considéra que le savoir scientifique pouvait garantir l'indépendance industrielle et la supériorité technologique. Le résultat fut un environnement où la science devint un élément central du développement national. Les instituts Kaiser Wilhelm, fondés à partir de 1911, représentaient l'aboutissement de ce modèle. Conçus pour accueillir des recherches spécialisées, ils disposaient d'un financement assuré par le gouvernement et l'industrie. Ils permettaient aux scientifiques de se consacrer à la recherche de pointe sans expérimenter les restrictions économiques courantes dans d'autres pays. Cet écosystème académique et technique a placé l'Allemagne dans une position privilégiée au début du XXe siècle, en particulier dans le domaine émergent de la physique théorique. L'avancée la plus significative est arrivée en 1900, lorsque Max Planck a introduit le concept de quantum pour expliquer le rayonnement du corps noir. La proposition a rompu avec les principes de la physique classique et a ouvert un chemin que d'autres suivraient rapidement. En 1905, Albert Einstein, alors employé au bureau des brevets de Berne, mais intégré dans le circuit académique allemand, a présenté sa théorie de la relativité restreinte, suivie une décennie plus tard par la relativité générale. Ces idées ont transformé la compréhension de l'espace, du temps et de la gravité. Tout au long de la décennie 1920, la physique quantique a pris sa forme définitive grâce aux contributions de Werner Heisenberg, qui, en 1927, a formulé le principe d'incertitude, et d'Erwin Schrödinger, auteur de l'équation d'onde. Max Born a introduit l'interprétation probabiliste du comportement quantique. Ces avancées ont conduit à la création d'une communauté scientifique qui fonctionnait avec un haut degré de cohésion. De jeunes chercheurs voyageaient fréquemment entre des centres comme Berlin, Göttingen et Copenhague, où Niels Bohr développait ses propres contributions. La correspondance entre ces groupes révélait un réseau dynamique et compétitif, où les nouvelles idées se diffusaient rapidement. Alors que la physique théorique avançait dans cette direction, l'étude de l'atome devenait un domaine indépendant. À la fin du XIXe siècle, Marie Curie avait démontré l'existence d'éléments radioactifs. En 1911, Ernest Rutherford modélisa l'atome avec un noyau dense en son centre. En 1932, James Chadwick découvrit le neutron, la particule qui complétait la structure nucléaire moderne. Ces découvertes poussèrent des recherches visant à comprendre la stabilité des noyaux lourds et leur transformation possible. L'Allemagne participa activement à ce processus, observant avec intérêt comment la radioactivité et les neutrons pouvaient modifier la structure des éléments. À Berlin, l'Institut Kaiser Wilhelm de chimie est devenu un centre de référence pour ce type d'études. Là, Lise Meitner, Otto Hahn et Fritz Strassmann ont travaillé pendant des années sur des expériences consistant à bombarder de l'uranium avec des neutrons pour observer les produits résultants. La technique était simple en apparence, mais offrait des résultats difficiles à interpréter. Souvent, des éléments plus légers que l'uranium apparaissaient, mais il n'existait pas de cadre théorique pour expliquer comment ils se produisaient. L'hypothèse générale était que les neutrons arrachaient des fragments petits du noyau, créant de nouveaux éléments de façon marginale. En 1933, cet environnement scientifique a subi une transformation abrupte. L'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler a introduit des mesures qui ont immédiatement affecté les universités et les instituts. Les lois raciales interdisaient aux Juifs d'occuper des postes académiques ou administratifs, et les changements ont été mis en œuvre sans transition. Albert Einstein, qui était en dehors du pays lorsque les lois ont été adoptées, a décidé de ne pas revenir. Max Born a été expulsé de sa chaire à Göttingen. James Franck a quitté son poste avant d'être officiellement écarté. Lise Meitner a pu continuer pendant un certain temps grâce à sa citoyenneté autrichienne, mais l'annexion de l'Autriche en 1938 a rendu son maintien en Allemagne insoutenable, ce qui l'a conduite à s'exiler en Suède.
Ces décisions ont provoqué une perte considérable de talent. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont absorbé de nombreux scientifiques déplacés. Leo Szilard, Eugene Wigner, Edward Teller et Hans Bethe, tous formés en partie ou totalement en Allemagne, ont poursuivi leurs carrières à l'étranger. La fragmentation de la communauté scientifique allemande a été immédiate. De plus, un mouvement interne connu sous le nom de physique allemande ou physique arienne a émergé, promu par Philippe Lenard et Johannes Stark. Ce courant remettait en question la validité de la relativité et de la mécanique quantique en les considérant comme des constructions extérieures à la tradition scientifique allemande. Bien que le régime n'ait pas officiellement adopté ces positions, la pression politique a généré des tensions et rendu difficile le travail de ceux qui défendaient la physique moderne. Malgré le climat défavorable, le progrès expérimental s'est poursuivi dans le domaine nucléaire. Au cours des derniers mois de 1938, Hahn et Strassmann ont identifié du barium et d'autres éléments d'une masse à peu près moitié de celle de l'uranium parmi les produits de leurs expériences. Le résultat contredisait toutes les interprétations précédentes. Déconcerté, Hahn informa Meitner des découvertes. Depuis la Suède, Meitner a analysé les données avec Otto Frisch. Tous deux ont conclu que le noyau d'uranium ne se fragmentait pas partiellement, mais se divisait en deux noyaux de taille comparable. Le processus libérait une quantité d'énergie significativement plus grande que toute réaction chimique connue. Meitner et Frisch calculèrent cette énergie en appliquant l'équation d'Einstein qui relie masse et énergie. Ils estimèrent que la division d'un seul noyau d'uranium pouvait libérer environ 200 millions d'électronvolts. L'ampleur de cette donnée plaça le phénomène dans une catégorie complètement différente de celle de toute transformation atomique précédemment étudiée. Ils publièrent leur analyse en février 1939, introduisant le terme fission nucléaire. Hahn et Strassmann, quant à eux, avaient présenté les résultats expérimentaux en janvier. La diffusion des deux travaux provoqua une réponse immédiate dans les laboratoires de plusieurs pays. Aux États-Unis, des groupes de la Columbia University, dirigés par Enrico Fermi et Leo Szilard, ont confirmé que la fission libérait des neutrons supplémentaires. À Paris, Frédéric Joliot-Curie a obtenu des résultats similaires. Ces neutrons secondaires permettaient, du moins en théorie, une réaction en chaîne. Chaque événement de fission pouvait déclencher plusieurs événements ultérieurs. Si le processus était contrôlé, il pouvait générer de l'énergie de manière soutenue. S'il était laissé sans restriction, l'augmentation exponentielle des réactions pouvait produire une libération soudaine d'énergie avec des effets explosifs. À ce stade, un autre élément s'est avéré décisif. Niels Bohr, en visite aux États-Unis, a expliqué que seule une fraction minimale de l'uranium naturel, l'isotope uranium-235, était susceptible de fissionner avec des neutrons lents. Le reste, l'uranium-238, absorbait des neutrons sans fissionner avec la même facilité. Cela impliquait que pour créer une réaction en chaîne efficace, il serait nécessaire de séparer ou d'enrichir l'uranium-235, une tâche extrêmement complexe en raison de la similarité chimique entre les deux isotopes. La course scientifique pour comprendre et appliquer la fission nucléaire a alors pris une dimension technologique et stratégique. La situation internationale ajoutait un cadre d'urgence. En mars 1939, l'Allemagne occupa la Tchécoslovaquie, assurant le contrôle des mines d'uranium situées dans la région. En août, elle signa le pacte Molotov-Ribbentrop, établissant une coordination temporaire avec l'Union soviétique. Le 1er septembre, l'invasion de la Pologne marqua le début de la Seconde Guerre mondiale. La fission nucléaire avait été découverte quelques mois auparavant, mais la rapidité du conflit la transforma d'une curiosité académique en une possible ressource militaire. Aux États-Unis, les scientifiques déplacés d'Europe ont détecté cette connexion immédiatement. En août 1939, Szilard a convaincu Einstein de signer une lettre adressée au président Franklin Roosevelt. Le document alertait sur la construction potentielle d'engins explosifs basés sur la fission nucléaire et recommandait de sécuriser les sources d'uranium. Roosevelt a créé un comité consultatif avec des ressources limitées, chargé d'évaluer la faisabilité d'un tel projet. Au cours des mois suivants, ce groupe a mené des études exploratoires avec des résultats encore incertains. Les estimations du temps nécessaire pour développer une bombe variaient largement.
et le degré de difficulté technique rendait impossible la prévision d'un calendrier fiable. En Allemagne, la compréhension initiale de la fission a suivi un chemin parallèle. Les physiciens qui sont restés dans le pays, dont Werner Heisenberg, Carl Friedrich von Weizsäcker, Walter Bothe et Kurt Dibner, ont initié leurs propres calculs sur la possibilité de contrôler une réaction en chaîne. Ils ont analysé l'utilisation de graphite ou d'eau lourde comme modérateur pour ralentir les neutrons et ont examiné la quantité d'uranium 235 nécessaire pour produire une masse critique. À l'automne 1939, le Heereswaffenamt, le bureau d'armement de l'armée, a convoqué plusieurs de ses scientifiques pour évaluer des applications militaires. Le groupe a examiné deux voies, la création d'une machine à uranium capable de générer de l'énergie ou de produire de nouveaux matériaux, et le développement d'une bombe basée sur une réaction en chaîne incontrôlée. Les deux options semblaient possibles en principe, mais nécessitaient de résoudre des problèmes techniques pour lesquels il n'existait pas de solutions immédiates. La production de modérateurs purs, la séparation isotopique de l'uranium et la construction d'un réacteur critique étaient des tâches sans précédent. En même temps, l'éclatement de la guerre a concentré les ressources allemandes sur l'armement conventionnel. La structure administrative du régime, marquée par des rivalités institutionnelles, rendait difficile la coordination d'un projet de longue durée. Ainsi, l'Allemagne arriva à la fin de 1939 avec une connaissance avancée de la fission, une communauté scientifique réduite par les purges et un paysage politique qui transformait toute décision technique en un processus complexe. Le potentiel du nouveau phénomène était clair, mais il n'existait pas encore de mécanisme défini pour le convertir en un projet militaire structuré. Les premières actions de l'armée marqueraient le début de cette transformation, ouvrant une étape où la science nucléaire dépendrait de décisions prises en dehors des laboratoires. L'invasion de la Pologne en septembre 1939 a immédiatement transformé les priorités scientifiques du Troisième Reich. À peine 3 semaines après le début du conflit, le 26 septembre, le Heereswaffenamt a convoqué plusieurs des physiciens les plus expérimentés du pays pour évaluer de manière urgente les implications militaires de la découverte de la fission nucléaire. La rencontre a eu lieu à Berlin et a établi la première structure officielle pour étudier les applications pratiques du nouveau phénomène. Kurt Dibner, fonctionnaire du Heereswaffenamt lui-même, a assumé la coordination initiale. Sa fonction n'était pas de diriger la recherche d'un point de vue scientifique, mais de garantir que toute avancée soit intégrée dans les procédures et priorités de l'armée. Lors de cette réunion, 2 voies de recherche ont été proposées. La première consistait à développer une machine à uranium, un dispositif capable de soutenir une réaction en chaîne contrôlée par l'utilisation adéquate de combustible et de modérateurs de neutrons. Son fonctionnement pourrait générer de la chaleur utilisable ou produire des matériaux radioactifs dérivés. La deuxième voie, plus directe, envisageait la possibilité de rassembler suffisamment d'uranium-235 pour que la réaction en chaîne devienne incontrôlée et libère son énergie de manière soudaine. Les calculs initiaux indiquaient que la masse critique nécessaire pour une explosion était très élevée, et les techniques existantes pour séparer les isotopes n'étaient pas prêtes à la produire. Néanmoins, les 2 options méritaient une étude systématique. Le groupe reçut rapidement un nom qui deviendrait habituel dans les documents officiels et dans la correspondance entre scientifiques, Uranverein, le soi-disant club de l'uranium. Le terme reflétait la nature ambiguë du projet. Il ne constituait pas un organisme militaire formel, mais ne fonctionnait pas non plus avec la liberté typique des communautés académiques. Son activité se situait à un point intermédiaire. Les objectifs étaient définis par l'armée, tandis que les méthodes restaient celles de la recherche scientifique. Ce mélange produisait un équilibre instable qui accompagnerait le programme tout au long de son existence. Tout au long de l'automne de 1939, l'Uranverein a incorporé des spécialistes de différentes institutions du Reich. Werner Heisenberg, depuis Leipzig, apportait la base théorique nécessaire pour estimer la probabilité de fission sous différentes conditions. Walter Bothe, depuis Heidelberg, coordonnait des expériences de mesure de neutrons. Paul Hartek, à Hambourg, étudiait des méthodes de séparation isotopique. Carl Friedrich von Weizsäcker explorait les réactions nucléaires d'un point de vue théorique. Chacun contribuait depuis son domaine avec des analyses complémentaires.
L'intégration de ces profils visait à identifier un chemin raisonnable pour reproduire une réaction en chaîne dans des conditions contrôlées. L'objectif initial consistait à déterminer si l'uranium naturel pouvait soutenir une réaction en chaîne lorsque les neutrons étaient modérés de manière adéquate. L'uranium naturel contenait principalement de l'uranium-238, qui fissionnait à peine avec des neutrons lents et une fraction très petite d'uranium-235 qui le faisait. Pour que l'ensemble fonctionne, il était nécessaire de ralentir les neutrons libérés à chaque fission afin qu'ils aient une plus grande probabilité de provoquer de nouvelles fissions dans les noyaux d'uranium-235. Le matériel chargé de ralentir ces neutrons devait remplir des conditions strictes, ne pas les absorber excessivement et permettre au combustible de libérer suffisamment de neutrons pour maintenir la réaction. Le graphite était un candidat logique. L'eau lourde aussi. L'eau ordinaire, cependant, n'était pas viable en raison de la forte capacité de l'hydrogène à absorber les neutrons. Bott reçut la responsabilité de mesurer avec précision l'absorption des neutrons du graphite disponible en Allemagne. Ces expériences indiquaient des niveaux d'absorption trop élevés, ce qui conduisit à écarter ce matériau. La conclusion était incorrecte. Le graphite fourni par l'industrie allemande contenait des impuretés, en particulier du bore, qui faussait les mesures. Le graphite ultra pur aurait fonctionné correctement, comme le démontreraient plus tard les recherches alliées. L'erreur, cependant, orienta de façon décisive la direction du programme allemand. L'eau lourde devint le modérateur choisi. Le choix du modérateur a eu des conséquences directes sur la stratégie de l'Uranverein. Le graphite pouvait être produit en grande quantité s'il était purifié par des procédés adéquats. L'eau lourde, en revanche, n'existait qu'en quantité réduite. La principale usine capable de la produire en volume significatif se trouvait à Vemork, en Norvège, au sein du complexe Norsk Hydro. Sa production annuelle était limitée. Obtenir les tonnes nécessaires pour un réacteur opérationnel exigeait un effort logistique important qui ne serait possible que si l'Allemagne assurait le contrôle territorial de la Norvège, ce qui n'arriverait qu'après l'invasion de 1940. Pendant que le groupe analysait des modérateurs, Artek s'est concentré sur les méthodes de séparation des isotopes de l'uranium. Le problème était fondamental. Les propriétés chimiques de l'uranium-235 et de l'uranium-238 étaient pratiquement identiques. La séparation devait se baser uniquement sur leur différence de masse. Les techniques possibles incluaient la diffusion thermique, les ultracentrifugeuses et la diffusion gazeuse via des membranes poreuses. Toutes étaient viables théoriquement, mais aucune n'avait été développée pour gérer de grands volumes. Artek a réussi à enrichir des quantités minimes grâce à la diffusion thermique dans un équipement expérimental, prouvant que le principe était solide. Cependant, augmenter l'échelle de ce système pour produire des kilos ou des tonnes nécessitait des installations que l'Allemagne n'avait pas et qu'il serait difficile de justifier compte tenu des priorités de la guerre. En décembre 1939, Heisenberg a présenté un rapport de synthèse au Heereswaffenamt. Il expliquait qu'une réaction en chaîne était physiquement possible en utilisant de l'uranium naturel avec de l'eau lourde comme modérateur. Il estimait en outre que la masse critique d'uranium-235 nécessaire pour une bombe se situait entre 10 et 100 kg, une plage sensiblement inférieure à celle calculée initialement. Malgré cette amélioration des estimations, l'écart entre la théorie et l'ingénierie pratique restait énorme. Le rapport ne recommandait pas de commencer immédiatement la construction d'une arme. Il se contentait d'exposer les données et de signaler les obstacles technologiques qui devraient être surmontés. La réaction du haut commandement allemand fut prudente. Ils reconnurent l'importance potentielle de la découverte, mais ne considérèrent pas que la situation exigeait un effort accéléré. À ce moment-là, le régime avait confiance dans le succès de ses campagnes militaires conventionnelles. L'invasion de la France était en préparation et l'expérience récente en Pologne renforçait la croyance en une guerre rapide. Un programme nucléaire qui nécessiterait des années était perçu comme un investissement d'utilité incertaine. Le résultat fut que l'Uranverein avançait sans recevoir de ressources massives ni de priorité absolue. En avril 1940, l'Allemagne a lancé l'opération pour occuper le Danemark et la Norvège. Dans ce contexte, l'usine de Vemork a acquis de l'importance. Après l'occupation, le régime a imposé un contrôle strict sur la production d'eau lourde. Des inspecteurs et du personnel militaire ont été envoyés pour superviser les processus.
Les premiers chargements ont commencé à être envoyés au Reich, bien que la quantité disponible restait réduite. Malgré l'approvisionnement, la distance entre les besoins du réacteur projeté et la capacité de production réelle de l'usine norvégienne a continué d'être un obstacle. Avec l'arrivée des premiers lots d'eau lourde et de petites quantités d'uranium métallique produits par l'industrie allemande, Dibner et son équipe ont commencé la conception préliminaire d'un réacteur expérimental. Les schémas prenaient en compte des structures formées de couches alternées d'uranium et d'eau lourde, disposées de manière à ce que les neutrons produits puissent être modérés et réutilisés. Heisenberg a calculé qu'il faudrait plusieurs tonnes d'uranium métallique et au moins 1 tonne d'eau lourde pour atteindre un design critique. Aucun de ces matériaux n'existait en quantité suffisante. La production d'uranium métallique était particulièrement problématique. Des entreprises comme Auer Gesellschaft et Degussa travaillaient à améliorer la pureté du métal, mais les résultats arrivaient lentement et en volume réduit. À mesure que la recherche progressait, des tensions administratives sont apparues. Le Heereswaffenamt gardait l'autorité formelle sur le projet, mais d'autres institutions cherchaient à accroître leur influence. Le Reichsforschungsrat, qui coordonnait la recherche scientifique dans le Reich, voulait superviser le programme. Le ministère de l'Éducation revendiquait la gestion des physiciens universitaires. La Luftwaffe explorait ses propres applications. Les SS montraient de l'intérêt pour de nouveaux développements technologiques. Ce chevauchement des compétences rendait la coordination difficile et fragmentait l'utilisation des ressources. Contrairement au modèle centralisé que les Alliés adopteraient plus tard, le programme allemand opérait dans un cadre dispersé, soumis à des rivalités internes qui compliquaient tout progrès soutenu. Les différences entre Dibner et Heisenberg reflétaient ces tensions. Dibner, en tant que représentant de l'armée, favorisait des solutions pratiques et rapides, même si elles nécessitaient des compromis techniques. Heisenberg privilégiait la compréhension théorique et les calculs rigoureux avant d'entreprendre des développements à grande échelle. L'absence d'une direction unifiée transformait ces divergences en obstacles persistants qui réduisaient l'efficacité du programme. Le paysage a changé en juin 1941 avec le début de l'invasion de l'Union soviétique. L'opération Barbarossa a intensifié la guerre et a obligé l'armée allemande à revoir tous les projets de recherche. Le critère était strict. Seuls continueraient ceux ayant des chances raisonnables de produire des résultats militaires à court terme. Un réacteur expérimental pourrait éventuellement être réalisé, mais il ne fournirait pas d'avantages décisifs sur le champ de bataille. Une bombe nécessitait encore plus de temps et faisait face à des défis technologiques que personne ne pouvait garantir de résoudre. Le Uranverein a été l'objet de cette évaluation. Les difficultés d'obtenir des matériaux en quantité suffisante, l'absence d'installations industrielles adéquates et la complexité du processus d'enrichissement ont conduit le Heereswaffenamt à réduire la priorité du programme durant la seconde moitié de 1941. Une partie du personnel a été réaffectée à des projets plus immédiats. Les ressources ont diminué. L'élan initial s'est affaibli. Vers la fin de 1941, le programme nucléaire allemand continuait d'exister, mais dans un état limité. Les physiciens avaient identifié les principes nécessaires pour construire un réacteur et comprenaient les exigences de base pour une bombe. Cependant, ils n'avaient réalisé aucune avancée expérimentale décisive. Il manquait d'infrastructures industrielles et de leadership coordonné. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis commençaient à concentrer des ressources humaines et industrielles à une échelle sans précédent pour développer la même technologie. Le Uranverein progressait lentement, conditionné par des décisions prises en 1939 et 1940 par le manque de matériaux critiques et par un environnement administratif complexe. Avec le déclenchement de la guerre totale sur le front oriental et la redistribution des priorités, le programme fut relégué au second plan. Sa continuité dépendait désormais plus d'initiatives individuelles de laboratoire que d'un plan stratégique étatique. Malgré cela, le groupe gardait l'intention de construire une machine à uranium fonctionnelle, un objectif qui marquerait le début d'une nouvelle phase centrée sur des expériences techniques de plus en plus complexes. Lorsque le programme nucléaire allemand a commencé en 1941, les principaux obstacles ne se trouvaient plus dans la physique fondamentale, mais dans la traduction de cette physique en systèmes expérimentaux
capable de démontrer un progrès concret. La conception des réacteurs nécessitait des géométries exactes, des matériaux purs et des calculs précis sur le comportement des neutrons dans différentes configurations. Chaque décision concernant la forme, la taille ou la composition affectait l'équilibre entre les neutrons produits et les neutrons perdus. L'objectif était d'atteindre un point où le nombre de neutrons générés à chaque phase du processus égalait ou surpassait le nombre absorbé ou échappé. Ce n'est que de cette manière qu'on parviendrait à une réaction en chaîne autosuffisante. La première tentative sérieuse a été effectuée à l'Institut Kaiser Wilhelm de Berlin. L'équipe dirigée par Kurt Gibner a conçu un réacteur utilisant des couches alternées d'oxyde d'uranium et d'eau lourde, contenues dans un cylindre en aluminium. Le matériau métallique offrait une facilité de fabrication et de résistance, mais avait l'inconvénient d'absorber des neutrons en quantité non désirée. À la fin de l'année 1940, lorsque suffisamment de matériel a été rassemblé, le dispositif a été activé. Les détecteurs ont enregistré une multiplication de neutrons, signal que le système réagissait comme prévu, mais le facteur de multiplication restait en dessous de 1. La réaction ne se soutenait pas. La conception consommait des neutrons plus rapidement qu'elle n'était capable de les produire. Après avoir analysé les résultats, Werner Heisenberg a conclu que la structure en couches horizontales limitait l'efficacité. Il a proposé une configuration tridimensionnelle formée de cubes d'uranium métallique suspendus dans de l'eau lourde, ce qui permettrait aux neutrons de se déplacer dans de multiples directions, augmentant ainsi la probabilité d'interactions utiles. Cependant, cette approche dépendait de la disponibilité de plusieurs centaines de cubes d'uranium métallique de haute pureté. L'industrie allemande commençait tout juste à produire de petites quantités de ce matériau, et la qualité des premières séries montrait des variations significatives. La fabrication de l'uranium métallique était réalisée par la réduction chimique de l'oxyde d'uranium avec du calcium ou du magnésium. Le processus, mené par des entreprises comme Auer Gesellschaft et Degussa, produisait un métal avec des impuretés résiduelles qui absorbaient les neutrons. Pour améliorer la pureté, il était nécessaire de refondre l'uranium plusieurs fois dans des atmosphères contrôlées, une méthode qui requérait du temps et un équipement spécialisé. Vers le milieu de 1941, la production totale atteignait à peine quelques centaines de kilogrammes, très loin des tonnes nécessaires pour un réacteur critique. L'incertitude quant à la qualité des lots empêchait même de planifier des conceptions exactes, car chaque fragment du métal avait des propriétés légèrement différentes. La situation avec l'eau lourde était tout aussi restrictive. L'usine de Vemork, en Norvège, produisait environ 120 kg par mois, une quantité insuffisante pour des expériences à grande échelle. Cette limitation était critique. L'Uran-Verein dépendait exclusivement de Vemork parce que le graphite avait été écarté comme modérateur en raison de mesures effectuées avec des échantillons impurs. L'erreur initiale a obligé à une dépendance absolue à l'eau lourde, dont la production était lente, vulnérable et difficile à stocker en grand volume. Lorsque l'Allemagne a occupé la Norvège, elle a sécurisé l'usine, mais ne pouvait pas accélérer significativement la production sans élargir des installations nécessitant du temps et des matériaux que le régime avait besoin pour d'autres fins. Au fur et à mesure que la guerre avançait, l'importance stratégique de Vemork devint évidente pour les Alliés. La résistance norvégienne transmit des informations aux Britanniques sur la présence allemande croissante dans l'usine et sur le transport de barils d'eau lourde vers le Reich. En 1942, la première opération de sabotage fut lancée, qui se termina par un échec après le crash des planeurs transportant les commandos britanniques. Le résultat alerta l'Allemagne sur l'intérêt des Alliés, mais ne modifia pas la dépendance technique de l'Uran-Verein. En février 1943, un groupe de saboteurs norvégiens réussit à s'infiltrer dans l'usine et détruisit les cellules d'électrolyse où l'eau lourde était concentrée. La production accumulée fut perdue. Bien que les Allemands aient réparé l'usine, l'incident démontra sa vulnérabilité. Quelques mois plus tard, l'armée de l'air américaine bombarda le complexe, entraînant de nouveaux retards. Finalement, à la fin de 1943, il fut décidé d'évacuer toute l'eau lourde disponible vers l'Allemagne, ce qui mena au naufrage du ferry qui la transportait lorsque la résistance attaqua le navire sur le lac Tyne. Ainsi, l'Uran-Verein perdit la plus grande partie du modérateur sur lequel toute sa stratégie était basée.
Pendant ce temps, les travaux d'enrichissement de l'uranium progressaient avec des ressources limitées. Paul Harteck a poursuivi des expériences avec la diffusion thermique. Bien qu'il ait réussi à enrichir de minuscules fractions d'uranium, la méthode nécessitait des milliers d'appareils fonctionnant simultanément pour obtenir des quantités significatives. L'énergie électrique nécessaire pour faire fonctionner une telle usine équivalait à la consommation d'une ville. Sous les bombardements et avec des priorités dirigées vers la production d'armements conventionnels, l'Allemagne ne pouvait pas consacrer une telle quantité de ressources à un projet aux résultats incertains. D'autres laboratoires ont exploré des alternatives. Manfred von Ardenne a développé des systèmes de séparation électromagnétique utilisant des spectrographes de masse de grande taille. Le principe, basé sur la déviation distincte des isotopes dans un champ magnétique, était valable, mais extrêmement inefficace. Des grammes d'uranium enrichi nécessitaient des jours de fonctionnement et des quantités énormes d'énergie. Wilhelm Groth, à Hambourg, a étudié la diffusion gazeuse, qui consistait à forcer un gaz d'hexafluorure d'uranium à passer à travers des membranes avec des pores microscopiques. La méthode était considérée comme l'une des plus prometteuses, mais l'Allemagne manquait de la capacité industrielle pour fabriquer des membranes uniformes et résistantes à la corrosion chimique du gaz. Les expériences étaient confinées au laboratoire. Le problème central n'était pas le manque de connaissances scientifiques. Les physiciens allemands comprenaient les principes de chaque technique. Le défi résidait dans l'ingénierie industrielle nécessaire pour produire des matériaux nucléaires à des échelles utiles. Chaque méthode impliquait de construire des installations de grande taille, de développer un équipement spécialisé et de maintenir une production continue pendant de longues périodes. Le contexte de guerre totale rendait improbable que des ressources d'une telle ampleur soient attribuées à un projet expérimental. Albert Speer, ministre de l'Armement depuis 1942, a révisé les projets scientifiques dans le but de prioriser les développements ayant un impact immédiat. Lorsqu'il a demandé à Heisenberg une estimation du temps nécessaire pour construire une bombe si toutes les ressources disponibles étaient attribuées, la réponse était vague et peu encourageante. Même avec un soutien total, le processus nécessiterait plusieurs années. Speer a décidé de concentrer les ressources sur des projets comme les fusées V2, les avions à réaction et les sous-marins améliorés. C'étaient des technologies avec des applications militaires immédiates et dont le développement, bien que complexe, progressait sur des délais plus courts. La conséquence pour l'Uran-Verein était claire. Le programme a été réduit à un ensemble de recherches de laboratoires sans financement important ni soutien politique centralisé. Les bases scientifiques n'étaient pas remises en question, mais l'intérêt stratégique diminuait à mesure que les efforts se concentraient sur des armes conventionnelles à court terme. Dans ce contexte, les groupes de recherche se sont déplacés loin des centres urbains bombardés. Heisenberg et son équipe se sont établis à Eckingen et ont utilisé une grotte proche à Haigerloch pour construire un réacteur expérimental. Le déplacement visait à garantir la continuité dans un environnement moins vulnérable aux attaques aériennes. Le réacteur de Haigerloch consistait en des cubes d'uranium métallique suspendus dans de l'eau lourde à l'intérieur d'un réservoir cylindrique. La matrice tridimensionnelle permettait d'étudier la multiplication des neutrons dans une configuration plus efficace que les conceptions antérieures. L'équipe a rassemblé environ 1,5 tonne d'uranium et une quantité similaire d'eau lourde. Bien qu'il s'agisse de volumes importants, il restait insuffisant pour atteindre la criticité selon les calculs de Heisenberg. Le réacteur a été activé en mars 1945 et a montré une multiplication sous-critique. Le système fonctionnait comme la théorie le prédisait, mais le matériau disponible ne permettait pas de maintenir la réaction sans apport externe de neutrons. Simultanément, le programme allemand restait fragmenté du point de vue administratif et technique. Dibner, Heisenberg, von Ardenne, Harteck et Groth travaillaient à des emplacements différents, avec des ressources variées et sous des autorités différentes. Il n'existait pas de structure centralisée unifiant les efforts, ni de direction unique établissant des priorités claires. Le manque de coordination impliquait une duplication du travail, un échange irrégulier d'informations et une absence de stratégie cohérente. Pendant que le projet Manhattan intégrait scientifiques, ingénieurs, militaires et industriels dans un système centralisé, l'Uran-Verein représentait un ensemble d'initiatives partiellement isolées.
La structure administrative du Troisième Reich, caractérisée par des rivalités internes et une duplication des fonctions, renforçait cette fragmentation. Les décisions étaient laissées prises à de multiples niveaux et les responsabilités se chevauchaient entre les agences. Le résultat était une gestion dispersée qui affectait la continuité du projet. La science nucléaire, qui nécessitait collaboration et planification à long terme, progressait lentement dans un environnement où la stabilité institutionnelle était limitée et les priorités changeaient fréquemment. En 1943, l'impasse du programme était évidente. Les physiciens allemands avaient correctement identifié les exigences théoriques pour construire un réacteur critique et comprenaient les principes d'enrichissement de l'uranium. Mais le manque de matériaux, la vulnérabilité de la production d'eau lourde, l'absence d'infrastructures industrielles et la concurrence institutionnelle ont empêché des progrès substantiels. Les expériences devenaient de plus en plus petites, tandis que les attentes de succès diminuaient. Le réacteur de Haigerloch représentait la dernière tentative significative du programme allemand. Il montrait des avancées par rapport aux expériences précédentes, mais était loin d'atteindre l'objectif final. La physique nécessaire était établie, mais l'ingénierie et les ressources pour la réaliser n'étaient pas disponibles. Le programme continuait d'exister, mais son impact stratégique s'était réduit à un minimum. Ce scénario contrastait avec les développements qui commençaient à prendre forme aux États-Unis, où des décisions administratives et industrielles généraient un projet d'une ampleur inédite. Tandis que l'Allemagne faisait face à des contraintes croissantes, les Alliés avançaient sur une voie différente qui transformerait la fission nucléaire en un outil militaire avant la fin de la guerre. Quand le programme nucléaire allemand avançait avec des difficultés croissantes, la réponse américaine prenait des dimensions sans précédent historiques. En juin 1942, le comité consultatif sur l'uranium créé par Franklin Roosevelt cessa d'exister et fut remplacé par une structure entièrement nouvelle, le Manhattan Engineer District. Le nom, qui cachait sa véritable fonction sous une référence administrative, marqua le début d'un projet militaire d'envergure nationale. Son objectif était clair, transformer la fission nucléaire en une arme opérationnelle avant la fin de la guerre. La direction du nouveau programme a été confiée à Leslie Groves, nommé général de brigade peu avant de prendre les rênes. Il venait du corps du génie de l'armée, où il avait supervisé la construction du Pentagone dans des délais stricts et avec un contrôle précis des ressources. Son expérience a montré qu'il pouvait gérer d'énormes projets dans des conditions exigeantes. Bien qu'il ne possédât pas de formation en physique nucléaire, Groves avait les outils administratifs pour coordonner scientifiques, ingénieurs, entrepreneurs et chaînes d'approvisionnement dans tous les coins du pays. Sa tâche n'était pas de résoudre des équations, mais de créer une structure capable de transformer la théorie en résultats pratiques sans délai. Groves avait besoin d'un directeur scientifique capable d'intégrer de multiples lignes de travail et de les transformer en un effort cohérent. Le choix s'est porté sur J. Robert Oppenheimer, physicien théoricien de l'Université de Californie à Berkeley. Bien que son parcours inclue davantage de contributions intellectuelles que de leadership formel, il connaissait profondément la physique impliquée dans la fission, comprenait la diversité des problèmes que le design d'une arme nucléaire impliquait et avait la capacité de dialoguer avec des spécialistes de divers domaines. La combinaison de Groves et Oppenheimer a fourni un équilibre entre organisation militaire et compréhension technique qui serait déterminant. La première décision structurelle a été de concentrer la recherche dispersée dans des centres universitaires au sein d'installations dédiées opérant sous un secret strict. La production de matériaux fissiles ne serait pas déléguée à des expériences préliminaires. Elle débuterait à une échelle industrielle dès le début. Même si les méthodes n'étaient pas encore complètement affinées, plusieurs approches simultanées seraient adoptées pour l'enrichissement et la production de plutonium afin que, si l'une échouait, une autre continue à progresser. Ce modèle redondant impliquait des coûts élevés, mais éliminait les points uniques de défaillance. Les États-Unis devaient obtenir des matériaux aptes à produire une réaction en chaîne rapide. Il existait deux options principales. Enrichir l'uranium naturel pour augmenter la proportion d'uranium-235 ou produire du plutonium en irradiant de l'uranium-238 dans des réacteurs. Le plutonium n'existait pas dans la nature, mais les calculs indiquaient qu'il était hautement fissile, ce qui justifiait d'investir dans les deux voies.
Ainsi, pendant que des usines d'enrichissement de l'uranium étaient conçues, des réacteurs étaient préparés pour générer du plutonium. L'enrichissement de l'uranium serait abordé par 3 techniques. La diffusion gazeuse consistait à forcer le gaz d'hexafluorure d'uranium à travers des membranes poreuses, en tirant parti de différences minimes de vitesse moléculaire. La séparation électromagnétique utilisait des dispositifs similaires à des spectrographes de masse agrandie pour dévier les isotopes dans les champs magnétiques. La diffusion thermique utilisait des gradients de température pour provoquer une séparation partielle. Groves ordonna la construction d'installations pour les 3 méthodes en même temps, sans même savoir laquelle offrirait le meilleur rendement. Pour cela, une zone isolée a été choisie dans le Tennessee, où un nouveau complexe industriel serait construit, Oak Ridge. En 1942, il n'y avait pas de ville là-bas. En quelques mois, des routes, des logements pour des dizaines de milliers de travailleurs et les premières structures de ce qui allait devenir l'un des plus grands centres industriels du pays ont été installées. L'usine K25, dédiée à la diffusion gazeuse, a atteint des dimensions sans précédent. Un bâtiment en forme de U de presque 1 km de long. Un système continu de milliers d'étapes de diffusion opérant en cascade y a été installé, chacune augmentant légèrement la concentration d'uranium-235. Le principal défi technologique était la fabrication de membranes résistantes à l'hexafluorure d'uranium. Des équipes de métallurgie ont développé des techniques de frittage de nickel pour obtenir des pores uniformes et résistants. L'échelle de production a nécessité de coordonner des chaînes d'approvisionnement entières dédiées exclusivement à cet objectif. La séparation électromagnétique a été mise en œuvre dans une autre usine du même complexe, appelée IGNE 12. Pour construire les aimants des calutrons, on avait besoin de cuivre en quantité que l'effort de guerre ne pouvait pas fournir. Groves a géré l'utilisation temporaire de l'argent du Trésor des États-Unis. Des tonnes de métal ont été transformées en bobines, utilisées pendant la guerre et restituées par la suite. Bien que les calutrons fussent inefficaces, ils produisaient de l'uranium hautement enrichi en quantité suffisante pour un prototype d'arme si leur fonctionnement était continu. Pendant que Oak Ridge s'étendait, un autre composant critique du programme se développait à Chicago. Là, Enrico Fermi a construit le premier réacteur nucléaire expérimental en décembre 1942, connu sous le nom de Chicago Pile 1. Le design consistait en une pile de blocs de graphite ultra pur avec de l'uranium naturel incrusté dans des canaux. Le graphite servait de modérateur, ralentissant les neutrons sans les absorber excessivement. Des barres de cadmium régulaient la réaction par absorption contrôlée. Lorsque les barres furent retirées progressivement, la multiplication des neutrons atteignit la valeur critique. La réaction en chaîne devint auto-soutenue. C'était la démonstration expérimentale qu'un réacteur fonctionnel pouvait être construit avec des matériaux disponibles et qu'il pouvait fonctionner de manière stable sous supervision. Une fois cette phase dépassée, l'attention s'est déplacée vers l'étape suivante: construire des réacteurs de production à grande échelle capables de générer des kilogrammes de plutonium. Le site choisi pour ces réacteurs fut Hanford, dans l'État de Washington. La décision était basée sur la disponibilité de l'eau du fleuve Columbia, nécessaire pour refroidir des réacteurs de puissance élevée. Sur un terrain aride et éloigné de centres urbains, est apparu un complexe composé de réacteurs, d'usines de traitement chimique et de zones résidentielles pour les travailleurs. La complexité technique était immense. Les réacteurs ont rencontré des problèmes tels que la déformation de l'uranium et l'expansion du graphite à haute température. Des solutions progressives ont été mises en œuvre grâce à des essais successifs et des modifications rapides de conception. Le plutonium produit par les réacteurs devait être séparé chimiquement de l'uranium irradié, un processus réalisé dans des usines appelées canons, grands bâtiments blindés, où des substances hautement radioactives étaient manipulées à l'aide de commandes à distance. Dans ces usines, l'uranium irradié était dissous chimiquement et passait par des étapes de précipitation qui isolaient le plutonium. L'intensité de la radiation a obligé à mettre en place des systèmes complexes de blindage, de manipulation à distance et de ventilation contrôlée. Tout le processus s'est déroulé dans des environnements où aucun travailleur n'avait de contact direct avec le matériau. Pendant que Oak Ridge et Hanford produisaient les matériaux fissiles,
Oppenheimer organisa le laboratoire central de conception d'armes à Los Alamos, Nouveau-Mexique. À partir du milieu de l'année 1943, des scientifiques et des techniciens ont commencé à arriver à l'installation située sur un plateau éloigné des centres urbains et accessible uniquement par des routes surveillées. Là, des contributions théoriques et expérimentales provenant de multiples disciplines ont été recueillies. La concentration d'experts en un seul endroit a permis d'accélérer les décisions critiques. La conception des bombes posait des problèmes qui nécessitaient des calculs simultanés de physique théorique, de métallurgie, d'ingénierie des explosifs et de mécanique des fluides. Pour l'uranium-235, la conception de type canon consistait à tirer une masse sous-critique contre une autre à travers un tube cylindrique. Lorsque les deux se réunissaient, elles formaient une masse supercritique et la réaction en chaîne se développait de manière explosive. Cette conception nécessitait de grandes quantités d'uranium hautement enrichi, mais son fonctionnement était considéré comme fiable. Pour le plutonium, un autre défi se posait. Le plutonium produit dans les réacteurs contenait du plutonium-240, un isotope qui fissionnait spontanément à un rythme suffisant pour provoquer une détonation prématurée dans un dispositif de type canon. La solution fut l'implosion, comprimer une sphère de plutonium à l'aide d'explosifs disposés en forme de lentilles. Ceux-ci dirigeaient l'onde de choc vers le centre de manière uniforme, augmentant la densité du matériau et réduisant la masse critique. La technique nécessitait une précision extrême. Les détonations devaient être déclenchées simultanément avec des tolérances de microsecondes. De petites irrégularités dans la compression invalideraient l'expérience. Le développement de l'implosion a impliqué plusieurs groupes. Seth Nedermeyer a proposé le concept initial. George Kistiakowsky a affiné les explosifs par des conceptions de lentilles avec des vitesses de détonation différentes. John von Neumann a apporté des calculs pour modéliser la compression. Les équipes ont réalisé des centaines de tests d'explosifs dans des zones isolées du Nouveau-Mexique. Les caméras à haute vitesse enregistraient chaque détonation pour évaluer la symétrie et la puissance. Au début de 1945, les deux conceptions progressaient vers leur phase finale. La bombe à uranium, appelée Little Boy, était considérée comme prête sans test préalable, étant donné que le matériel disponible était rare et qu'il y avait confiance dans les principes physiques sous-jacents. La conception au plutonium, appelée Fat Man, nécessitait un test complet en raison de sa plus grande complexité. Pour cela, un lieu éloigné connu sous le nom de Jornada del Muerto a été choisi, près d'Alamogordo, Nouveau-Mexique. Le dispositif de test, appelé Gadget, a été placé en haut d'une tour métallique. Le 16 juillet 1945, à 5h29 du matin, le dispositif a explosé. L'énergie libérée équivalait à environ 22 000 tonnes de TNT. Le test, appelé Trinity, a confirmé que l'implosion fonctionnait et que le plutonium produit à Hanford pouvait être utilisé dans une arme efficace. Avec cette démonstration, les États-Unis possédaient une arme nucléaire opérationnelle avant la fin du conflit mondial. Le projet Manhattan était passé de concepts théoriques à des systèmes fonctionnels grâce à une combinaison de ressources, de coordination centralisée et de décisions stratégiques prises rapidement. L'ampleur de l'effort se démarquait par son échelle. Plus de 130 000 personnes ont travaillé sur un composant ou un autre du projet. Les installations industrielles construites pour la production de matériaux fissiles occupaient des surfaces comparables à celles de villes entières. Le coût total a dépassé les 2 milliards de dollars de l'époque, financés par des allocations fédérales approuvées en secret. La différence avec l'effort allemand était évidente. Tandis que l'Allemagne opérait avec des ressources limitées, des installations dispersées et des priorités fluctuantes, les États-Unis avaient centralisé l'autorité, alloué des ressources extraordinaires et mobilisé une infrastructure industrielle sans précédent. Les avancées à Oak Ridge, Hanford et Los Alamos représentaient la convergence de décisions politiques, de capacités industrielles et d'organisations scientifiques. Le test Trinity a clairement montré que la fission nucléaire était passée d'un phénomène de laboratoire à un véritable composant de l'arsenal militaire américain. L'utilisation des armes développées dépendrait de décisions impliquant des facteurs stratégiques, militaires et diplomatiques. Ce qui suivait n'était plus un défi technique,
mais l'évaluation de la manière d'employer un nouveau système de puissance dans un environnement de guerre qui approchait de sa phase finale. Lorsque le test Trinity a confirmé que les États-Unis possédaient une arme nucléaire fonctionnelle, la direction du Manhattan Project devait répondre à une question encore en suspens. À quel point l'Allemagne avait-elle été proche de réaliser la même chose? Les rapports disponibles étaient fragmentaires. Certains suggéraient des progrès, d'autres indiquaient des reculs. Sans accès direct aux laboratoires allemands, l'analyse restait incomplète. La seule façon d'obtenir des certitudes était de devancer l'avancée alliée, d'identifier les installations scientifiques pertinentes et d'assurer les documents, matériels et personnels avant qu'ils ne disparaissent ou ne soient capturés par d'autres puissances. Pour atteindre cet objectif, la mission Alsos a été créée. Formée en décembre 1943, Alsos combinait des fonctions militaires et scientifiques. Son leadership militaire était confié au lieutenant-colonel Boris Pash, un officier expérimenté en contre-espionnage qui avait supervisé les aspects de sécurité du projet Manhattan. Le chef scientifique était Samuel Goudsmit, un physicien qui connaissait personnellement une bonne partie de la communauté scientifique allemande avant la guerre. Ils comprenaient tous deux que chaque jour perdu impliquait un risque accru que des installations sensibles soient détruites ou évacuées. Ils savaient également que l'Union soviétique avançait par l'Est et que toute information capturée par eux échapperait aux États-Unis. La première phase a opéré en Italie au début de 1944. En accompagnant l'avancée alliée, Pash et son équipe ont inspecté des laboratoires et des universités. Ils ont trouvé peu de choses. Les projets italiens avaient été limités et ne montraient aucun signe d'un programme nucléaire systématique. La conclusion fut que toute activité significative devait être sur un territoire contrôlé directement par l'Allemagne. L'attention s'est ensuite déplacée vers la France, la Belgique et, enfin, le Reich lui-même. Avec le débarquement de Normandie en juin 1944, Alsos accompagna les forces alliées vers Paris. La ville abritait Frédéric Joliot-Curie, une figure importante dans les recherches nucléaires avant la guerre. Lorsque Paris fut libéré en août, l'équipe de Pash arriva au Collège de France. Joliot-Curie fournissait des informations détaillées sur les confiscations allemandes d'équipements, notamment d'eau lourde, et expliqua que les occupants s'étaient intéressés surtout aux réactions contrôlées de l'uranium plutôt qu'aux armes. Il indiqua également des noms de physiciens allemands impliqués et d'éventuelles localisations de laboratoires. Son témoignage aida à orienter les efforts, mais il ne résolvait pas la question principale, le degré réel d'avancement du programme allemand. En septembre, Alsos avança vers la Belgique. À Anvers, ils ont visité le siège de l'Union minière responsable des mines d'uranium du Congo belge. Bien que de nombreux fichiers aient été retirés par les Allemands, les documents restants indiquaient que de grandes quantités d'uranium raffiné avaient été envoyées en Allemagne. Cela confirmait la disponibilité de matières premières, mais ne fournissait aucune preuve de son utilisation finale. À ce stade, l'avancée alliée ralentit devant la résistance allemande et Alsos devait attendre que l'offensive reprenne pour pénétrer dans les régions où se trouvaient les principaux centres de recherche. En novembre 1944, la capture de Strasbourg a fourni la première avancée significative. Dans des bureaux de l'université, des documents appartenant à Carl Friedrich von Weizsäcker ont été découverts. Les rapports incluaient des calculs théoriques sur la masse critique, des conceptions conceptuelles de réacteurs et une correspondance entre physiciens allemands. Goudsmit a examiné les matériaux et a observé des erreurs dans des estimations fondamentales. La documentation montrait un programme qui avait progressé dans la compréhension conceptuelle, mais qui opérait loin d'une bombe utilisable. Bien que cette découverte fût encourageante, les documents ne suffisaient pas. Il était nécessaire de vérifier physiquement les installations scientifiques pour confirmer s'il existait des projets non documentés ou des travaux avancés dans d'autres lieux. L'offensive allemande dans les Ardennes a retardé l'avancée alliée. Ce n'est qu'à partir de mars 1945, avec les Américains traversant le Rhin, qu'Alsos a pu continuer. L'analyse documentaire indiquait que le noyau du travail nucléaire allemand se trouvait dans le sud, à Ettingen, Haigerloch et Tailfingen. Selon des accords préliminaires entre les Alliés, cette région devait passer sous contrôle français. Si la France arrivait la première, elle capturerait les laboratoires et peut-être aussi les scientifiques. Pour Groves et Pash, c'était inacceptable.
La priorité était d'éviter qu'une autre puissance obtienne des informations sensibles avant que les États-Unis ne complètent leur propre évaluation. Le 22 avril 1945, Pash décida d'avancer rapidement vers Hechingen avec un détachement réduit. En route, ils ont rencontré une résistance dispersée, bien qu'aucune unité allemande organisée ne les ait arrêtés. À Hechingen, ils ont localisé des bureaux, de petits laboratoires et des documents détaillant des calculs récents. Cependant, le réacteur expérimental ne s'y trouvait pas. Des rapports supplémentaires indiquaient une grotte aménagée à Haigerloch à quelques kilomètres. Alsos est arrivé à Haigerloch le 23 avril. Le réacteur était installé dans une caverne creusée sous une église. À l'intérieur, ils ont trouvé un réservoir métallique avec une structure interne de cubes d'uranium métallique suspendus dans une matrice géométrique immergée dans de l'eau lourde. Le réflecteur environnant était en graphite. Les équipements de mesure restaient en place. Tout indiquait que l'installation n'avait pas été sabotée ni démontée avant l'arrivée alliée. Goodsmith a effectué des calculs immédiats basés sur la masse et la distribution de l'uranium et la quantité d'eau lourde présente. Sa conclusion fut que le réacteur n'était pas proche de la criticité. C'était l'expérience la plus avancée du programme allemand, mais elle n'avait pas réussi à initier une réaction auto-entretenue. Pash ordonna le démontage immédiat. Les cubes d'uranium furent retirés et envoyés aux États-Unis. L'eau lourde fut extraite et transportée hors d'Allemagne. Avec l'élimination du réacteur de Haigerloch, le dernier effort allemand pour atteindre un système nucléaire opérationnel disparaissait. Cependant, la mission n'était pas terminée. Il était nécessaire de localiser les scientifiques clés du programme pour les interroger et évaluer directement leur niveau de connaissance et leur capacité technique. Les interrogatoires initiaux ont indiqué que Werner Heisenberg avait fui vers le sud avec sa famille. Alsos a organisé une opération de recherche. En mai, l'équipe s'est dirigée vers la Bavière, où des unités dispersées des SS opéraient encore. Le 3 mai, dans le village d'Urfeld, près du lac Walchen, ils ont trouvé la résidence où Heisenberg se réfugiait. Selon les rapports de Pash, il n'a pas opposé de résistance. Il a été arrêté et placé en détention. Avec sa capture, Alsos assurait la prise du principal référent théorique du programme nucléaire allemand. Dans les jours suivants, la mission a localisé d'autres physiciens éminents. Otto Hahn a été trouvé à Tailfingen. Max von Laue a été arrêté dans une localité proche. Walter Gerlach, qui avait supervisé l'organisation du projet dans sa phase finale, a été capturé à Munich. Karl Friedrich von Weizsäcker, Kurt Diebner et d'autres membres de renom ont également été arrêtés. La présence de tous entre les mains des Alliés permettait de reconstruire le fonctionnement interne du programme de manière bien plus complète qu'à travers des documents. La question suivante était de savoir comment les interroger et évaluer la véracité de leurs déclarations. Pour cela, il a été décidé de transférer les 10 scientifiques capturés en Angleterre, où ils seraient isolés de l'extérieur et sous surveillance discrète. La destination choisie était Farm Hall, un manoir équipé de systèmes d'enregistrement cachés qui permettrait de surveiller leurs conversations sans avoir besoin d'interrogatoires constants. Les scientifiques ignoraient qu'ils étaient écoutés, ce qui facilitait l'obtention d'informations plus précises sur leurs opinions et leurs véritables connaissances. Farm Hall est devenu une source d'informations essentielles. Pendant 6 mois, chaque conversation a été enregistrée. Ce qui a émergé de ces enregistrements n'était pas un récit linéaire, mais une collection d'observations techniques et de discussions qui ont révélé le degré de compréhension atteint par le programme allemand. Ils ont confirmé que les calculs de masse critique avaient été incohérents, qu'il n'existait pas d'installation d'enrichissement et que les ressources matérielles avaient été insuffisantes pour tout effort à l'échelle industrielle. Le moment clé s'est produit le 6 août 1945, lorsque les scientifiques ont été informés du lancement de la bombe sur Hiroshima. La nouvelle a généré de longues discussions sur la quantité de matériel nécessaire, la possibilité technique de fabriquer un dispositif et les différences entre l'approche américaine et l'allemande. Ce qui est devenu évident lors de ces conversations, c'est que le programme allemand n'avait jamais progressé au-delà d'un réacteur expérimental incomplet et de quelques calculs préliminaires sur des armes théoriques. Il n'avait ni conçu de dispositif fonctionnel, ni commencé la production de matériaux aptes pour une arme. Les transcriptions de Farm Hall
analysés par la suite par les autorités américaines et britanniques, ont montré que la distance entre l'effort allemand et l'américain était large à tous égards: théorie, expérimentation, production industrielle et soutien politique. Les conclusions d'Alsos et les enregistrements de Farm-Hall ont fourni une image complète. Le programme nucléaire allemand avait existé, mais n'avait jamais représenté une menace immédiate. Son développement avait été limité par des carences matérielles, des décisions techniques malencontreuses et un manque de coordination administrative. Avec cette information, les responsables du projet Manhattan ont pu conclure de manière définitive que l'Allemagne n'avait pas progressé vers une arme nucléaire opérationnelle. Cette certitude éclairait rétrospectivement une crainte qui avait motivé des décisions critiques pendant toute la guerre. Mais en même temps, elle ouvrait une autre question. Comment l'équilibre international changerait-il maintenant qu'une seule puissance possédait une arme nucléaire éprouvée et prête à être utilisée? Cette question deviendrait le point de départ pour la phase finale du conflit mondial. Les résultats de l'effort américain se sont d'abord manifestés dans le désert du Nouveau-Mexique. Le test Trinity, réalisé le 16 juillet 1945, a confirmé que le design d'implosion fonctionnait comme prévu. Le dispositif, installé sur une tour en acier, a utilisé des explosifs conventionnels distribués en lentilles soigneusement calibrées pour comprimer le plutonium à des densités élevées. Cette compression a amené le matériau au-dessus de sa masse critique en microsecondes. La libération d'énergie équivalait à plus de 20 000 tonnes de TNT. Les mesures enregistrées après la détonation ont montré qu'environ 1 kg de plutonium s'était fissionné complètement. La détonation a produit une onde de choc, une colonne de poussière ascendante et une région de haute température qui ont vérifié expérimentalement les modèles développés à Los Alamos. L'équipe qui a observé l'essai, située dans des bunkers à plusieurs kilomètres de distance, a confirmé que les instruments ont enregistré le rendement attendu. Parmi ceux qui étaient y présents se trouvait J. Robert Oppenheimer, qui a fait référence verbalement à un texte ancien en observant l'éclair initial. Cela ne faisait pas partie de l'analyse technique, mais a été consigné dans des rapports ultérieurs. Pour la direction militaire, la conclusion était opérationnelle. La bombe était prête à être utilisée immédiatement. Le général Leslie Groves a communiqué le résultat à Washington en suivant les protocoles établis. À ce moment-là, 2 armes étaient disponibles ou presque. Little Boy, un engin de type canon utilisant de l'uranium hautement enrichi, était déjà assemblé. Fat Man, basé sur le design d'implosion testé à Trinity, était en cours de préparation. La transition du domaine scientifique au domaine politique était achevée. Il appartenait désormais au président de décider comment employer l'arme dans le contexte de la guerre du Pacifique. Harry Truman, en fonction depuis avril après la mort de Franklin Roosevelt, se trouvait à la conférence de Potsdam avec Winston Churchill et Joseph Staline. On y discutait de la réorganisation de l'Europe après la défaite allemande. L'armée allemande s'était rendue quelques mois auparavant. Berlin était occupée. Les structures du Reich s'étaient effondrées. Cependant, le Japon continuait à combattre malgré la perte de territoires clés et les bombardements incendiaires qui avaient détruit des villes entières. Les estimations du commandement américain pour une invasion terrestre des principales îles variaient, mais toutes convenaient que le nombre de pertes serait extrêmement élevé. Le 24 juillet, Truman a reçu le rapport complet sur Trinity. Le comité intérimaire, groupe consultatif, créé pour étudier les questions liées à l'emploi de l'arme, avait discuté pendant des semaines des options possibles. Leurs conclusions se basaient sur des critères strictement stratégiques. Ils ont indiqué que la bombe devait être utilisée dès que possible sur un objectif qui démontrerait clairement sa capacité destructrice. La recommandation incluait de ne pas avertir préalablement le Japon, en soutenant qu'une démonstration in situ serait plus convaincante qu'une détonation dans une zone inhabitée. Le président a accepté la recommandation et a autorisé l'utilisation de l'arme. Les décisions ont été prises dans un cadre où les bombardements stratégiques avaient déjà produit une destruction massive, tant en Europe qu'en Asie, par des incendies provoqués par des milliers de tonnes d'explosifs conventionnels. La bombe atomique introduisait un saut qualitatif dans la manière de générer cette destruction, mais répondait à une logique militaire déjà établie. Lors de la conférence, Truman mentionna à Staline que les États-Unis possédaient une nouvelle arme avec un pouvoir significatif.
La phrase fut enregistrée comme un commentaire bref. Staline ne réagit pas de manière visible. Des documents ultérieurs ont montré qu'il était déjà informé du développement de la bombe par des activités d'espionnage, mais cette connaissance ne s'exprima pas dans la réunion. La conséquence immédiate fut d'accélérer la pertinence géopolitique de l'armement nucléaire dans les négociations internationales. Le 26 juillet, la déclaration de Potsdam a été émise, un ultimatum adressé au Japon pour qu'il accepte une reddition inconditionnelle. La déclaration ne faisait pas référence spécifiquement à l'arme nucléaire, bien qu'elle insinuait une capacité de destruction sans précédent. Le gouvernement japonais a rejeté l'ultimatum. Avec ce refus, les préparatifs pour utiliser la bombe ont continué sans changement. La première mission a été assignée au 509e groupe composé « Unité entraînée pour des opérations spéciales avec des B-29 modifiés ». Little Boy a été transféré sur l'île de Tinian dans le Pacifique. Le colonel Paul Tibbets a été désigné comme pilote principal. Le bombardier Enola Gay, équipé de modifications structurelles pour accueillir la bombe, a décollé à l'aube du 6 août 1945. L'objectif désigné était Hiroshima, ville avec une importance militaire et administrative qui avait évité de grands bombardements précédents. À 8h15 du matin, le bombardier a libéré la bombe depuis une altitude supérieure à 9000 mètres. Little Boy est descendu pendant des dizaines de secondes avant de détonner à environ 600 mètres au-dessus de la ville. L'explosion a généré une sphère de chaleur extrême, suivie par une onde de choc qui a détruit des structures sur plusieurs kilomètres à la ronde. Le rayonnement thermique a provoqué des incendies immédiats. L'estimation initiale des victimes était de dizaines de milliers dans les premiers instants. L'infrastructure médicale a été rendue inutilisable, ce qui a compliqué toute réponse organisée. La dispersion de particules radioactives a généré des effets supplémentaires dans les heures et jours suivants. Alors que le Japon évaluait l'ampleur de l'attaque, les États-Unis ont confirmé publiquement avoir utilisé une bombe atomique. Truman a déclaré que, si le Japon n'acceptait pas les conditions de reddition, de nouvelles actions suivraient. Bien que les États-Unis n'aient eu qu'une deuxième bombe prête, cette information n'était pas connue du Japon. Le gouvernement japonais a entamé des délibérations internes. Les communications depuis Hiroshima étaient limitées, mais les rapports aériens et les témoignages fragmentaires ont permis de comprendre qu'une seule bombe avait détruit la ville. Diverses réponses ont été envisagées, mais aucun consensus immédiat n'a été atteint. La situation a changé lorsque l'Union soviétique a déclaré la guerre au Japon le 8 août et a commencé des opérations en Mandchourie, selon les accords préalablement conclus à Yalta. Le 9 août, une seconde bombe fut préparée pour son utilisation. Fat Man fut chargé dans le B-29 Boxcar, sous le commandement du major Charles Sweeney. L'objectif principal était Kokura, mais les conditions atmosphériques empêchaient l'identification visuelle requise. Après plusieurs tentatives infructueuses et le carburant limitant l'opération, l'avion se dirigea vers l'objectif secondaire, Nagasaki. La topographie montagneuse de la région confina partiellement l'onde de choc, mais la détonation à 500 mètres de hauteur produisit un niveau de destruction étendu. Les victimes initiales furent estimées à des dizaines de milliers. L'impact combiné des deux attaques et de l'offensive soviétique a amené le gouvernement japonais à reconsidérer sa position. L'empereur Hirohito est intervenu pour soutenir l'acceptation de la reddition selon les conditions établies à Potsdam. L'annonce publique a été faite le 15 août. La signature formelle de la reddition a eu lieu le 2 septembre dans la baie de Tokyo à bord du cuirassé USS Missouri. Avec la fin de la guerre, l'évaluation du programme nucléaire allemand a pu être complétée. Alsos avait déterminé que l'Allemagne n'avait pas construit de réacteurs opérationnels ni produit de matière fissile en quantité pertinente. Les enregistrements de Farm Hall montraient que les scientifiques allemands comprenaient certains aspects théoriques, mais manquaient de moyens industriels et de coordination administrative pour avancer au-delà du laboratoire. En revanche, les États-Unis avaient réussi à coordonner recherche, ingénierie et production à l'échelle nationale. Les décisions stratégiques prises entre 1942 et 1945 ont permis de convertir la fission nucléaire en une arme utilisable en moins de 3 ans. Les différences entre les deux programmes reflétaient des conditions structurelles. L'Allemagne a dispersé les ressources entre des projets rivaux
et n'a jamais accordé de priorité absolue au développement nucléaire. La perte de personnel spécialisé a encore réduit sa capacité. Les États-Unis, en revanche, ont intégré plusieurs lignes de travail sous un commandement unifié, construit des installations industrielles de grande envergure et consacré des ressources illimitées à l'objectif. Le succès américain a soulevé des questions qui ont transcendé la Seconde Guerre mondiale. Avec l'existence prouvée des armes nucléaires, la relation entre les puissances a subi une transformation profonde. Le monopole américain était temporaire. L'Union soviétique lancerait son propre programme peu après, en suivant des informations obtenues par espionnage et des développements propres. D'autres pays progresseraient dans la même direction. La course nucléaire, commencée dans les années 30 comme recherche scientifique, s'est transformée après 1945 en un composant central de la politique internationale. La question qui avait motivé l'urgence initiale du projet Manhattan, à savoir si l'Allemagne obtiendrait la bombe en premier, a cédé la place à une question plus large et durable. Comment serait un monde où plusieurs puissances disposeraient d'armes capables de provoquer une destruction à une échelle jamais vue